Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session du live du MOOC agroécologie. Donc aujourd'hui nous allons parler de la transition agroécologique. Pour l'animation de ce live, je suis Soline, étudiante à Montpellier Supagro, et Justine. Moi aussi, je m'appelle Justine, je suis aussi étudiante de l'agroécologie à Montpellier Supagro. Donc pour répondre aux questions qui sont parues sur le forum, nous avons Ronan Levelli, enseignant-chercheur en sociologie à Montpellier Supagro, et Sophie Toignet, enseignante-chercheuse en économie agricole et environnementale, également à Montpellier Supagro. N'oubliez pas, si jamais vous avez des questions durant le live, vous pouvez les poser via Twitter ou via le forum de discussion. Nous pourrons les poser directement. Et également, nous avons toujours le pad collaboratif pour faire un compte rendu de la session. Donc n'hésitez pas à aller dessus et à compléter le compte rendu. Nous allons commencer par la première question. Je vais laisser Justine la poser. Bon, on a une question qui vient du forum, qui a été posée par Rose 35. Ici, c'est pour Ronan et Sophie. Combien de temps avant de pouvoir avoir le label AB? Bon, je peux commencer. Donc, Rose 35 est sûrement de Bretagne comme moi, je vais quand même la prioriser. Finalement, c'est vrai que on entend très souvent le délai de 3 ans. C'est les termes en général qui reviennent. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que 3 ans, c'est ce qui correspond au temps de la conversion pour les cultures pérennes, comme la vigne ou les arbres fruitiers. Et pour les cultures annuelles, typiquement le maraîchage, c'est simplement 2 ans. En fait, au bout de 2 ans, on peut commencer à planter. Et donc, on va récolter un petit peu après, ce qui veut dire quand même, grosso modo, dans la 3e année. Puis après, c'est même encore plus compliqué parce que finalement, pour le bétail, l'élevage, il y a toute une série de règles là différentes qui vont aussi s'adapter en termes de nombre de mois avant de pouvoir considérer que votre bœuf ou bien votre agneau, il est effectivement en agriculture biologique. Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que vous savez, on en a un petit peu parlé dans le MOOC, qu'il y a des aides de la politique agricole commune pour aider à cette période de transition, parce que vous avez bien compris, pendant cette période de transition, il faut respecter le cahier des charges de la bio, mais en revanche, on ne peut pas vendre les produits durant cette période-là, 2 ans ou 3 ans, sous le label bio. Et donc, on ne bénéficie pas de l'augmentation du prix lié à la certification bio. Donc, pendant longtemps, depuis quelques années déjà en arrière, la politique agricole commune a justement souhaité aider les agriculteurs en transition pour compenser la différence entre l'augmentation des coûts ou la perte de revenus et puis le fait qu'on ne le valorise pas encore sur le marché. Voilà. Depuis 2014, même un peu avant, on a aussi choisi d'aider les agriculteurs biologiques, pas simplement pendant la période de transition, on appelle ça des aides à la transition vers l'agriculture biologique, mais aussi pour le maintien de l'agriculture biologique. Et ça, c'est un petit changement dans le raisonnement de la PAC. On aide les agriculteurs bio, même lorsqu'ils peuvent vendre leurs produits sous certification bio. Ça fait débat d'ailleurs, non? Ça fait débat, parce qu'évidemment, ce sont des budgets importants. Les budgets de la PAC en France, par exemple, pour l'agriculture bio, ont été doublés depuis 2014, mais à peu près en annuel à 160 millions d'euros, en comptant les aides de l'Europe et les aides complémentaires de l'État français. On peut considérer que c'est beaucoup, mais on peut considérer que c'est peu, surtout si on imagine qu'on va aider les agriculteurs bio sur le long terme, et non pas juste sur la période de transition. Moi, j'avais vu aussi un peu dans la question de Rose un autre élément d'interrogation qui était sur finalement, est-ce qu'un sol il est vraiment dépollué, on va dire comme ça, est-ce qu'il est propre à la culture bio au bout de 2 ans ou 3 ans Et là, alors, étant que sociologue, j'avais pas totalement la réponse, donc j'ai demandé à Claire Marsden, que vous connaissez, que vous avez vu dans les séquences précédentes, qui m'a gentiment répondu. Alors, la question est bonne en fait, la question est bonne, mais la réponse est pas du tout évidente pour plusieurs raisons. Enfin, évidemment, ça dépend beaucoup de l'état du sol initial et par exemple du degré de pollution. Ça dépend aussi de la façon dont on va ensuite cultiver en bio. Elle me disait par exemple,
si le problème est un problème de pollution au cuivre, dès lors que ça devient un intrant qui est utilisé en agriculture biologique plus qu'auparavant, bah, cette pollution-là, elle pourrait même avoir tendance à augmenter. Après, sur d'autres situations, d'autres paramètres, comme par exemple la vitalité de toutes ces petites bêtes là qui nous servent de symbole pour le MOOC, donc tous ces vers de terre, il y a effectivement des transformations qui ne sont pas immédiates et qui peuvent durer plus longtemps, sans doute que 2 ou 3 ans. Et elle ajoutait aussi, parce que ça faisait partie des interrogations de Rose dans le forum, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait imaginer, la jachère n'est pas non plus forcément la bonne solution pour régénérer un sol. Il y a ici des débats, il y a aussi entre agronomes et des techniques de culture qui permettent finalement de mieux régénérer les sols que de les laisser non utilisés. Mais oui, il y a une question. Merci. Donc, la question suivante faisait un peu suite au cours sur les GI2E. Donc c'était pour savoir si on pouvait se satisfaire d'une production 100% locale en tant que mode agroécologique. Et donc la personne qui posait la question, pour elle, la filière courte était un mode de distribution et non de production. Ouais, là aussi c'est vraiment une question d'actualité. Moi des fois je résume ça en disant voilà, est-ce que le local c'est vraiment l'idéal? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a aujourd'hui, puis même d'ailleurs dans le cadre de la campagne des présidentielles, on a encore l'occasion de le revoir exprimer à quel point pour tout le monde c'est une évidence que manger des produits locaux dans les cantines scolaires, c'est vraiment ce qu'il faut développer, ainsi de suite. Et à tel point même que parfois cette question des circuits courts, du manger local, elle peut éclipser d'autres questions comme celle des modes de production. C'est-à-dire on finit même plus par trop bien se poser la question. On suppose que si c'est acheté sur un marché auprès d'un producteur qu'on connaît, ou bien si c'est des producteurs locaux qui nous fournissent, on aura forcément des modes de production agroécologiques. Donc meilleurs pour l'environnement en particulier. C'est pas du tout garanti, et effectivement, c'est pas du tout garanti. Et il y a une forme aussi de confusion. Alors, ce qui fait même par exemple, pour parler un petit peu de la bio, que les acteurs comme la Fédération nationale de l'agriculture biologique, eux, leur message, c'est de dire le local, on est pour, ça fait longtemps qu'on prône le développement des circuits courts, mais il y a aussi une espèce d'effet boomerang de cette promotion. Il dit oui, mais le local, si c'est effectivement bio, et en disant c'est le couple quoi, bio et local qu'il faut développer. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un engouement. Enfin, on n'a pas pu le développer plus dans le MOOC, mais qui, de mon point de vue, est presque même parfois irrationnel ou déraisonnable sur cette valorisation du manger local, quoi, du produit local. Il y a toutes les vertus, quoi, le produit local. Alors qu'en fait, certaines fois ça marche, certaines fois c'est beaucoup moins. Peut-être juste pour rebondir, parce que il semblait que cette question-là était posée suite au visionnage de la partie sur les GI2E. Alors, il y avait 2 vidéos là-dedans. La deuxième, qui était très courte, qui était faite par un GI2E particulier qui s'appelle Robin Deschamps, met en avant une filière courte de production de pain, du champ jusqu'à la transformation dans le moulin local et la vente. Mais pour clarifier ça, les GI2E ne sont pas strictement des groupes d'agriculteurs et d'innovation autour de la mise en place de filières locales. Et l'exemple de la première vidéo vous montre qu'on peut créer des groupes d'innovation qui incluent des agriculteurs, mais pas exclusivement, autour aussi des techniques de production, de l'échange d'informations, de l'amélioration des pratiques, et pas forcément fondé sur les circuits courts ou les marchés locaux. Juste peut-être faire un petit rappel sur ce que sont les GI2E, histoire que tout le monde soit... Ce sont donc des groupements d'intérêt économique et environnemental. C'est une innovation du ministère de l'Agriculture français dans sa loi d'avenir qui accompagne en fait cette fameuse ambition du produire autrement et d'atteindre, si c'est possible, la double performance environnementale économique. Et l'idée, c'est que on va promouvoir l'initiative locale, des groupes dans lesquels il y aura des agriculteurs, mais pas exclusivement. On peut y mettre aussi des collectivités territoriales, des chercheurs, des commerçants, des transformateurs. Un groupe de personnes qui ont envie de travailler ensemble pour innover en faveur de l'agroécologie.
Et pour avoir une vision un petit peu moins administrative, et je dirais un peu top-down, comme on a l'habitude parfois en France, l'idée c'est que on répond à des appels d'offres et on soumet notre projet et on peut être sélectionné comme étant un groupe GIE2E. Alors, à quoi ça sert? À être reconnu dans nos initiatives, et ça c'est important, de se savoir faire connaître, mais aussi ça aide à obtenir parfois un coup de pouce supplémentaire sur un certain nombre de dispositifs financiers d'aide à l'innovation ou d'aide à l'adoption de nouvelles pratiques, d'aide à l'investissement. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près 450 groupements. Parfois, c'est 6 agriculteurs ensemble, parfois, c'est 250 personnes qui sont labellisées à l'échelle de la France. Ça augmente chaque année. Merci. Et ensuite, on a une question de l'accompagnement des banques dans la conversion. Quels sont leurs rôles et leurs implications? Alors, je vais peut-être reprendre un peu la main là-dessus, parce qu'effectivement, c'est problématique. Lorsqu'on veut rentrer, lorsqu'on est en période de soit d'installation, soit de transition vers l'agroécologie, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut être aidé financièrement, parce qu'on a besoin d'investir, par exemple, d'avoir un prêt, normalement, la logique des banques, et je dirais même la logique de la profession agricole, qui souvent accompagne les agriculteurs lors du montage de leur projet, c'est d'avoir des business plans, c'est d'avoir une visibilité sur la rentabilité du projet qu'on démontre, et donc d'avoir des références technico-économiques, d'avoir aussi une taille de projet et d'investissement plutôt raisonnable, ça veut dire importante, parce que les banques n'aiment pas, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas? Les petits projets, beaucoup de coûts de transaction et finalement pas beaucoup de rentabilité pour eux. Quand on prête peu d'argent, on gagne moins d'argent. Ils aiment aussi les projets dont on est sûr qu'ils vont être rentables. Et là, dans un projet agroécologie, il y a du risque. Et souvent, il y a des investissements plus petits. Et donc, 2 éléments que les banques n'aiment pas forcément beaucoup. Alors, il y a des solutions alternatives, et je suis sûre que Ronan en connaît plus que moi là-dessus. Oui, enfin, disons qu'au moins sur un point, il y a quelque chose d'assez remarquable qui est une association, je n'ai pas bien en tête, mais qui doit bien aujourd'hui avoir une dizaine d'années, j'espère que je ne me trompe pas, qui s'appelle Terre de Liens. Et Terre de Liens, en fait, c'est vraiment un acteur intéressant sur cette question. Alors, du financement est couplé très directement à l'accès au foncier. Donc en fait, là, il y a un premier type de verrouillage que Sophie évoque, qui est pour ces agriculteurs, on qualifie parfois un peu d'atypiques, qui sont par exemple avec aussi des modes de production très diversifiés sur des petites surfaces. Donc le premier verrou, c'est d'aller voir leur banquier et de présenter un business plan sur la base de quoi c'est très difficile à faire. Et puis derrière aussi d'accéder à la terre, parce que ici, on va être plutôt dans un profil, imaginons, de nouveaux agriculteurs qui n'héritent pas ici, qui ne reprennent pas l'exploitation de leurs parents, qui doivent du coup acheter la terre. Avec parfois le souhait en plus d'acheter pas trop loin des villes parce qu'ils veulent vendre en circuit court et ils pensent que c'est aussi, ou parce que d'ailleurs c'est aussi leur style de vie, ils n'ont pas forcément envie d'habiter au fin fond du Larzac. Et donc l'accès au foncier pour ces agriculteurs-là, à la fois parce que ça coûte très cher, qu'ils ne peuvent pas le financer, qu'ils ne sont pas dans les réseaux aussi qui habituellement plutôt privilégient de transmettre la terre à des agriculteurs déjà présents pour qu'ils s'agrandissent, déjà solides pour qu'ils s'agrandissent. Bref, ils tombent ici sur quelque chose de vraiment très difficile. Et pourtant, pour partie, c'est eux qui sont aussi les vecteurs de la transition vers des modèles plus agroécologiques. Alors, Terre de Liens ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent, enfin, ils ont toute une série d'actions, mais si on prend sur les aspects vraiment financement, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont d'abord en tant qu'association, et plus précisément à travers ce qu'on appelle une foncière. En fait, c'est ici une structure dans laquelle vous et moi, on peut contribuer à acheter des parts, épargner en quelque sorte, placer nos économies dans ce cadre-là. À travers cette foncière, ensuite, ils vont acheter des terres. Et ils vont acheter des terres pour ensuite les louer à ces agriculteurs-là sur ce type de profil-là. Hein, clairement, le but du jeu, c'est pas de permettre l'accès au foncier à des agriculteurs qui ont accès autrement. Et ils ont, depuis leur création comme ça, installé 122 exploitants. Ils ont créé 122 fermes par ce biais-là. Et ils soutiennent aussi localement, parce que là, il y a aussi des outils qui existent. Si finalement un groupe, imaginons de consommateurs,
veut aider à installer un nouvel agriculteur, ce groupe peut collectivement acheter une terre. Ici, c'est pas Terre de Liens qui achète, mais c'est ce groupe-là qui va collectivement acheter la terre, notamment par une structure qu'on appelle les SCI. Et ensuite, ce groupe va louer la terre à l'agriculteur. Donc là, Terre de Liens intervient plus en soutien, en aide au montage de ce projet-là, en soutien sur les aspects aussi administratifs qui sont pas simples, hein, que moi, on connaît pas forcément. Mais il faut voir à la fois ça comme quelque chose qui montre la vitalité des initiatives autour de l'agroécologie, mais à la fois aussi en creux, on se rend compte à quel point il faut parfois monter des choses quand même relativement complexes, parce que le système actuel est quand même plein de verrous et qui complique quand même beaucoup la transition agroécologique. Voilà, c'est presque triste finalement qu'on en soit arrivé à devoir créer toutes ces structures ad hoc pour résoudre ces problèmes-là. Peut-être pour encore rebondir là-dessus, effectivement, des innovations, donc il y en a dans l'agroécologie, dans le domaine agronomique, mais du coup ça crée, ou en tout cas ça s'appuie aussi sur des innovations institutionnelles, donc tu as parlé de Terre de Liens par exemple, mais il y en a bien d'autres. Il y a des fonds participatifs, vous les connaissez, il y a beaucoup d'associations qui font appel ou des projets innovants à ces fonds participatifs-là, qui se vendent, par exemple des parrainages. Ça existe aussi, on peut parrainer ou acheter une vache à l'intérieur d'une exploitation dans ce cadre-là. D'ailleurs, on a même démontré que c'était bien plus rentable que de mettre son argent à la caisse d'épargne. Donc, je dis ça pour ceux qui sont intéressés. Et puis, par exemple, il y a des initiatives de monnaie locale complémentaires qui se créent. Et c'est les gestionnaires de ces monnaies locales complémentaires vont avoir tendance à diriger les investissements qu'ils peuvent faire avec cette épargne-là sur ce type de projet. Voilà. Donc, il y a beaucoup. Ça boue de toutes parts dans la manière dont on peut chercher à lever ces verrous-là. Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas forcément très bien, ils sont un peu dispersés, et que du coup, il faut aller un peu à la pêche à ces informations. Visiblement, nous avons un commentaire à ce sujet-là sur le pad du compte rendu. Voilà, sur des aides possibles en fait par des associations, notamment France Active, en fonction des antennes régionales qui, a priori, n'ont pas toutes les mêmes options. Oui, ça confirme cette effervescence. Donc voilà, merci. Et pour la question suivante, c'est plus en lien avec les producteurs de semences, et à savoir comment est-ce que ça va se passer lors du passage en agroécologie, notamment au niveau des semences certifiées, mais aussi la relation donc, avec les grandes entreprises. Alors, je ne sais pas si j'ai parfaitement compris la question, elle était formulée un petit peu différemment, mais en tout cas, ce dont on peut parler quand même, c'est qu'effectivement, lorsqu'on passe en agroécologie, on a peut-être besoin d'autres semences que des semences qu'on trouve classiquement sur le marché. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est lorsque on veut avoir des variétés, on a en général des variétés qui doivent être inscrites au catalogue européen et national, et que la manière dont la procédure pour inscrire ces variétés au catalogue, ces nouvelles variétés qui sont mises au point par ces sélectionneurs, je dirais, professionnels, c'est de démontrer auprès d'un comité, qu'on appelle le comité technique permanent pour la sélection, qu'il y a une valeur ajoutée agronomique et technologique à ces semences-là. Or, en fait, un producteur en agroécologie, c'est pas forcément ce qu'il cherche. Il va chercher des semences adaptées à son territoire, qui peut-être ont aussi une valeur ajoutée environnementale, qui répondent à certaines contraintes que n'ont pas les producteurs en conventionnel. Donc timidement, dans la procédure de sélection de ces semences, on a ajouté à cette procédure qu'on appelle la VAT, valeur agronomique et technologique, qui fallait démontrer qu'on pouvait faire des rendements encore plus élevés avec la nouvelle semence, par exemple. On a rajouté E, VAT-E. Le E étant, on peut certifier et inscrire au catalogue des semences des variétés qui peuvent avoir une valeur ajoutée environnementale. Mais là encore, peut-être qu'il manque encore un saut dans l'évolution de cette inscription au catalogue. Après, l'autre solution, c'est les échanges de semences paysannes. Alors on sait qu'il y a un cadre un peu contraint là-dessus, mais par exemple dans les GI2E, on va considérer que l'échange de semences fait partie de l'entraide, et donc accepté. Voilà encore un avantage petit, mais des GI2E. Qui illustre encore cette effervescence. On voit d'ailleurs, il y a
parfois une espèce de discours qu'on peut avoir dans la recherche, d'insister sur le caractère systémique, système alimentaire, voilà, agricole et alimentaire. Mais c'est pas qu'un mot, quoi. On voit ici comment tous ces trucs-là sont connectés, tous ces éléments-là, quoi. Les semences, les enjeux, qu'est-ce qu'on a dit, d'accès au foncier, les enjeux de mode de production, pour rajouter les engrais, les modes de distribution, la nature de la recherche, la réglementation, les règles sanitaires. Toutes ces choses-là peuvent consolider un système, notamment voilà un système agricole conventionnel, et nécessitent d'être presque déverrouillés un par un pour faire de la transition agroécologique. C'est difficile de bouger un point sans bouger les autres aussi d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vrai que c'est bien que ces questions aient abordé ça aussi. Alors par rapport à l'aspect, parce que avec derrière d'ailleurs, enfin, quand on sentait un scepticisme de la personne qui posait la question de savoir est-ce que finalement on se retrouve pas, si on travaille avec les grosses coopératives ou les gros industriels et la grande distribution, voilà tous ces gros et grands, est-ce que finalement la transition agroécologique va pas être complètement pervertie? C'est évidemment un débat alors qu'on a un peu abordé dans le MOOC, notamment à travers un cas. Alors c'est moi qui l'avais préparé ce passage-là, où volontairement j'avais voulu plutôt souligner que oui, tous ces risques-là on les connaît, mais il faut aussi peut-être parfois garder, je sais pas si c'est espoir ou garder confiance dans la capacité d'établir quand même des relations renouvelées avec ces acteurs-là. Alors pas parce qu'ils seraient gentils ou bons, c'est pas tellement le genre de propos que moi j'aurais, peu m'importe savoir ce qu'ils cherchent, si c'est le profit, l'avenir de la planète ou pas, mais plutôt à travers des dispositifs relativement bien pensés. Des dispositifs où on va par exemple raisonner le type de qualité agroécologique qu'on va garantir en contrepartie aussi d'un certain nombre de planifications de commandes ou de prix garantis, toute une série finalement de règles que vont se fixer les partenaires dans la filière. Bon, le cas de Biolay, j'espère que voilà, c'est pas le cas dans ses relations avec Système U, pour rappel, le seul cas, je dirais un petit peu optimiste qu'on peut mettre en avant, mais quand même, il invite à se dire, c'est pas forcément perdu si on travaille avec tous ces acteurs-là. Qu'il faille être méfiant, qu'il faille être attentif, qu'il faille avoir conscience de tous les ratés qu'il y a eu par le passé, ça certainement. Alors d'une certaine façon, c'est aussi une chance d'avoir eu ces ratés-là, parce que finalement, on les connaît, ces menaces-là, on les connaît, ces risques-là. On sait par exemple qu'il ne suffit pas d'être très gros, d'être très nombreux, d'être super nombreux dans sa coopérative pour peser sur les prix, qu'il y a d'autres choses qui importent dans l'établissement de la relation commerciale. Donc voilà, c'est un petit peu là où je voulais vous amener, mais le débat reste clairement ouvert, hein, et chacun peut aussi contester, même presque par nature, qu'on collabore avec ces acteurs-là, en raison de leur caractère peu agroécologique. Et d'ailleurs, je crois, une autre question, non, autour de ça, je sais plus, sur, c'était quoi? Sur McDonald's, je crois. Ouais, sur McDonald's, quelqu'un qui effectivement avait repéré la charte agroécologique de McDonald's, c'est ça? Ouais. Alors, donc, je remercie d'ailleurs la personne. Moi, j'avais entendu parler, McDonald's avait annoncé ça il y a quelques années, mais j'avais pas connaissance de ce document. Donc, il y a un document d'une dizaine de pages où il décrit le contenu de cette charte. Alors, la personne me posait la question, je regardais un petit peu son contenu, nous demandait qu'est-ce qu'on en pense. Bon, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'en pense que oui, le terme agroécologique est donné, mais qu'il n'y a pas très lourd quand même derrière, quoi. Enfin, en d'autres temps, on aurait appelé ça agriculture raisonnée. Donc voilà, c'est plutôt ce type d'agroécologie-là qui est mis en avant. Tout à l'heure, je disais à Sophie, par rapport à ce que je connais de filières de qualité, type filière qualité Carrefour, enfin qui existent dans la grande distribution, on serait même plutôt sur des cahiers des charges moins exigeants que ce type de filière-là. Donc, finalement, très proche des modes conventionnels, même si il y a un certain nombre de volontés qui sont affirmées ici par McDonald's, mais plutôt sur un mode de marge de progrès. On veut avancer dans cette direction-là. Alors, sur des trucs très classiques quand même, très conventionnels, on pourrait dire, qui sont la traçabilité. Ça, je veux dire, c'est pas propre à
l'agriculture conventionnelle fait ça très bien, mais aussi sur effectivement des associations de culture, ainsi de suite. Et donc, ils mettent en avant dans leurs documents un certain nombre de fermes où ils vont faire des tests sur ces questions-là. Bon, mais pour l'instant, effectivement, les choses sont quand même assez peu, je dirais, contraignantes dans ce qui est avancé dans cette charte-là, quoi. Bon, une forme de constat de plus, hein, mais qui était aussi assumé tout au long de ce MOOC, regardons de près, quoi, ce qui est appelé agroécologie, sans que finalement on soit totalement en mesure de faire complètement la police en disant c'est du vrai ou c'est du faux. Agroécologie, ou même débat autour de la bio, hein, est-ce que c'est encore de la bio quand ceci ou quand cela, bah, soyons vigilants, connaissons, regardons, voyons, ayons conscience de ce qui aussi est porté par les différents mouvements agroécologiques, le type de transformation qu'ils souhaitent. Bon, ici dans le cas de McDonald's, en regardant ça, on voit qu'on est plutôt sur des évolutions qui sont quand même relativement faibles. Merci. Donc, pour clôturer un petit peu la session live, nous voulions revenir en fait sur des exemples de politiques publiques qui favorisaient la transition écologique. Donc, à savoir, voilà, que dans le cours, il y avait une partie dessus, et avec un appel aux contributions donc, des participants pour savoir si certains avaient connaissance, voilà, d'autres éléments. Et en fait, il y avait principalement, en fait, donc il y a deux exemples qui sont ressortis. Donc le premier, c'était le cas du Bhoutan, qui en 2012, se donnait en fait 10 ans pour réussir à passer à une agriculture 100% biologique, donc notamment pour aider les paysans, mais également pour pouvoir occuper ce marché-là et se démarquer en fait de son concurrent principal qui est l'Inde et qui est également son voisin. Et le deuxième cas en fait était le cas au Sahel. Donc l'objectif était de pouvoir implanter ou stabiliser une bande végétale en bordure du Sahara, donc au côté sud, pour pouvoir endiguer la progression du désert. Donc il y avait eu différentes expériences qui ont été a priori faites, et une qui paraît avoir assez de succès, c'est de forcer en fait des mycorhizations avec les racines d'acacia. Donc l'acacia qui est assez utilisé dans cette partie, dans le Sahel, notamment par ses nombreuses applications, que ce soit parce que ça peut abriter les cultures vivrières, parce que ça peut servir à reboiser ou à fournir du fourrage. Et donc en fait, l'idée c'était de l'associer donc avec des mycorhizes en augmentant la mycorhization naturelle. Et ça permettait en fait d'augmenter les rendements au niveau des cultures qui étaient en dessous des acacias, mais ça permettait aussi, de façon plus générale, en fait, de fertiliser toute la terre qui était située en dessous. Et donc voilà, c'était une bonne expérience a priori pour aider au reboisement et pour limiter la progression du désert. Donc si vous voulez plus de précisions dessus, vous pouvez aller voir sur le forum, il y a un message assez long avec un peu plus de détails. Voilà. Sinon, on arrive à la fin de cette session live du MOOC. Donc c'est également la fin des sessions live du MOOC de cette année. Mais le forum va rester ouvert, donc si vous voulez continuer à parler dessus, n'hésitez pas à partager vos expériences, à commenter. Il y aura toujours la place et le temps de le faire. Je peux juste rajouter quelque chose, puisque on a aussi pas mal parlé de politique publique. Donc la PAC, je parle beaucoup de la PAC, ça fait partie des sujets qui me préoccupent, au moins pour la France et l'Europe, a lancé une consultation publique. Elle demande leur avis à tous les citoyens, ceux qui souhaitent s'exprimer, en leur titre individuel ou de façon en tant qu'association, sur l'avenir de la PAC. Et donc, cette consultation, elle est encore ouverte. Peut-être que on peut donner le lien sur le site, hein, parce que c'est aussi une manière de vous exprimer sur qu'est-ce que vous attendez
de la politique agricole commune, y compris, bien sûr, en termes de... Alors eux, ils parlent de verdissement. Le mot agroécologie, elle ne peut pas percoler jusqu'au niveau européen, mais vous avez aussi de la place libre pour vous exprimer, et ça peut être l'occasion de le faire. Et le résultat de cette grande consultation, il y a déjà eu 24 000 réponses. Attention, c'est fermé dans quelques semaines, donc dépêchez-vous. Sera présenté le 7 juillet dans une grande conférence à Bruxelles. Vous avez peut-être une petite chance de voir votre point de vue monter jusqu'à Bruxelles. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Et merci de nous avoir écoutés.